Signé? Ouais, super. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, en fait, ce soir, on va parler d'Hérode le Grand. Donc, en fait, je voulais faire toute une partie en février sur les bâtisseurs de Jérusalem. Et en fait, je voulais parler un peu de leur histoire, des personnages qu'on avait dans le passé et en fait, comment ils ont marqué en fait la région Israël et Jérusalem. Et en fait, quand j'ai commencé vraiment à travailler sur ce séminaire, on va dire, parce que maintenant on est au-delà des conférences, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire et comme moi je connais leur histoire, du coup pour des gens qui viennent juste de débarquer, il faut que j'arrive à vous donner les informations les plus intéressantes pour qu'on puisse creuser. Et donc, du coup, je me suis intéressée à un personnage assez important, surtout de nos jours. On parle de lui souvent, c'est Hérode le Grand. Et c'est un personnage qui est assez remarquable et assez ambivalent, que ça soit dans le Deuxième Testament ou même dans l'histoire qu'en fait Flavius Joseph, le seul historien juif de l'époque. Donc c'est assez intéressant parce qu'il n'a pas en fait, il n'a pas forcément une bonne réputation. Et en même temps, il est admiré pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait, pour son archéologie, etc. Et donc, du coup, on va voir dans ce séminaire pourquoi, excusez-moi, pourquoi il est autant admiré et important. Non, je voudrais mes notes en fait. Attendez, je vois plus rien. Voilà, notre présentateur. Pourquoi il est autant admiré? Qu'en fait, la vie d'Hérode, c'est que c'est le roi qui a été nommé le roi des Juifs par les Romains. Et en fait, moi, je me suis servi d'un livre que vous devriez acheter si vous êtes des fans de l'histoire de Jérusalem. C'est la biographie de Jérusalem par Simone Sebag Montefiore. Donc c'est un peu, je vous la mets comme ça, je sais pas si on la voit. On la voit pas comme ça. Oula, ouais, il veut pas la voir. On le mettrait en photo, mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cet historien, il va raconter toute l'histoire de Jérusalem et il va aussi mettre des faits archéologiques dedans. Le problème, c'est que la plupart des choses qu'il dit, il les source pas. Donc, on a les références à la fin, mais il faut creuser. Et c'est l'un des meilleurs livres d'histoire sur Jérusalem. Tous mes collègues de travail avec qui je bossais en Israel Authorities Antiquités, dans les antiquités israéliennes, en fait, ils me disaient que c'était le livre que je devais lire. Et donc, c'est un livre dont je m'inspire énormément pour les séminaires et pour travailler sur Jérusalem. Et donc, il y a une légende qui dit que, en fait, on ne sait pas vraiment si Hérode était juif. Au niveau des données historiques on va dire qui sont validées, etc., par les historiens, c'est que son père a été converti au judaïsme, mais pas sa mère. En fait, si on regarde la vie d'Hérode, et son arbre généalogique, en fait, on a Antipater léduméen, donc c'est tout ce qui est en fait les gens d'Édom, qui lui s'est converti au judaïsme et qui va être très très proche de la famille royale juive, qui sont les rois des prêtres. Donc, on en avait déjà parlé à la conférence d'hiver, quand on parlait de la révolte des Juifs, des Maccabées, etc. On parlait aussi de ces rois hachmonéens qui vont devenir en fait des rois prêtres et ça va être une très très longue lignée, une lignée qui est dans l'histoire juive l'équivalent de Game of Thrones, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont s'entretuer les uns avec les autres. Enfin, c'est assez macabre. C'est une période qui est assez particulière où les gens sont quand même assez dingues.
Et donc, du coup, on est dans un environnement à la période d'Hérode qui est très, très hostile chez les Juifs, en tout cas dans tout ce qui est élite juive, et assez de l'ordre de la paranoïa, de la méfiance des élites élues. Et tout ça va amener aussi au personnage d'Hérode un côté fou, en fait. Et donc, lui, sa mère, elle est nabatéenne, donc Cyprus Princess nabatéenne. Donc les Nabatéens, en fait, c'est tous ceux qui vivaient en Jordanie, c'était des Arabes. C'était des Arabes, c'était des caravanes. Et en fait, c'est tout ce qui est Pétra, en fait, pour vous situer à peu près la zone géographique. Donc on n'est pas du tout sur un personnage qui vient de Judée, parce que avant Israël s'appelait la Judée. Et on n'est pas du tout sur quelqu'un qui a des origines juives de souche, on va dire. Et ça va être un gros problème d'ailleurs tout le long de son règne. Donc lui, il va naître en 73 avant Jésus-Christ, avant notre ère. Et en fait, il va avoir un frère qui va s'appeler Fatsaël, qui va jouer un jeu politique très intéressant. Et il va avoir une sœur, mais malheureusement, je n'ai pas trouvé la sœur. Ce qui est intéressant dans sa vie, et c'est pour ça que je prends du temps à vous expliquer, parce que si un jour je reparle d'Hérode, bah, ça sera bien que vous ayez les bases de sa vie, parce qu'il a une vie vraiment à la Game of Thrones. Et si je peux faire un rapprochement cinématographique ou historique de son histoire, c'est pire que les Tudors, quoi. C'est vraiment une histoire assez particulière. Donc en fait, ce qui va légitimer en fait sa force politique et on va dire son origine des rois, c'est qu'il va se marier en fait avec l'une des descendantes des rois hachmonéens, qui est Myriane I. Et c'est donc elle est née vers 54 avant notre ère. Et en 29, elle est exécutée par Hérode, en fait. Et les deux vont donner deux enfants qui vont être Alexandre et Aristobule 4. Et ils vont naître vers 10 et vers 35 avant notre ère. Et eux aussi, le 7 l'année du 7 avant notre ère, ils vont se faire exécuter par leur père. C'est pour vous dire l'ambiance un peu qui se passe dans ce monde-là et on va en parler. Tout doucement, il n'y a pas vraiment beaucoup de représentations d'Hérode qui le mettent en valeur comme un roi doux. On l'imagine quand même comme un roi assez difficile et assez complexe en fait. C'est bon, vous me suivez? Alors, je regarde parce que je vois qu'on est 5. Est-ce que j'ai ajouté tout le monde? Ouais, c'est bon. Alors là, je vois plus. Alors du coup, pour vous expliquer en fait la vie d'Hérode, c'est qu'il va y avoir, comme je vous expliquais, une guerre civile entre les Juifs qui va vraiment affaiblir le royaume. En fait, ce qui se passe, c'est que on on avait la période en fait de Hanouka, on va dire le contexte de Hanouka. On va avoir une révolte juive qui est la révolte des Maccabées. Et de là va naître une royauté où les Juifs en fait ces gens-là qui vont se révolter, qui vont être leaders, vont en fait créer en fait une royauté qui va être de l'ordre du roi de prêtre. Donc on va les appeler les Hachmonéens. Et en fait, ils vont être comment dire, très résistants à tout ce qui est assimilation, tout ce qui est euh, ils vont être très résistants à tout ce qui est assimilation à l'empire l'empire grec. Ça restera toujours la Judée un royaume vassal. Ça sera jamais un royaume profondément défini que par lui-même, d'autodétermination par lui-même. Il sera toujours tributaire de ce que pensent les Grecs. Donc, ils seront toujours en négociation avec eux.
Mais ce qui se passe, c'est que là, on est en 500 ans sont passés, donc on est sur pas mal de générations. Et donc, du coup, on ne sait plus vraiment qui est légitime et qui n'est pas légitime dans cette lignée. Et donc, du coup, ça va amener des frictions et ça va amener à, bah, je vais mettre mon fils en premier, c'est lui le roi prêtre, c'est lui le roi prêtre. Et donc, ça va amener à des gens qui vont s'entretuer tout le temps ou s'empoisonner, etc. Et c'est une époque aussi en déclin parce que en fait l'empire grec séleucide il est complètement affaibli aussi par les Romains qui prennent énormément de place et en fait ils vont être achevés par la conquête de Pompée et Pompée va faire un siège de Jérusalem en moins 63 avant notre ère. Ce qu'il faut comprendre dans la psychologie des Romains, c'est que les Romains, en fait, conquièrent, un peu comme tous les empires, conquièrent énormément de royaumes. Et en fait, leur tendance, c'est qu'ils vont faire des triomphes pour pouvoir, donc, ils vont faire des cérémonies à Rome pour pouvoir montrer leur pouvoir. Et Pompée va en fait, donc on va avoir Pompée et César d'un côté, donc on va avoir Pompée qui va prendre en fait tout l'Orient de l'époque, la Syrie et l'Égypte et l'Irak, non, la Syrie, l'Égypte, le Liban et la Judée. Et il va se mettre énormément en avant. Il va faire un siège à Jérusalem parce que Jérusalem, comme elle est en haut d'une colline, c'est que siégeable. Donc, il va faire un siège de Jérusalem et il faut savoir que le temple, et ça, on en parlera, mais j'ai pour l'instant pas énormément d'images à vous montrer sur le temple parce qu'il y a très peu de croquis et les croquis sont assez faux. C'est que le temple, en fait, le deuxième endroit où les gens pouvaient se réfugier et être dans un état de siège, et ben, c'était au temple. Et donc, il va détruire les remparts du temple. Bon, il va pas saquer le temple, mais il va le visiter pour essayer de comprendre pourquoi des gens décident d'un seul coup d'avoir un seul Dieu. Et donc, il va visiter, il ne va rien prendre dans le temple, etc. Et il va repartir à Rome, faire la cérémonie du triomphe, montrer à quel point politiquement excusez-moi, c'est parce que je voudrais juste regarder si la personne qui est en retard, elle est toujours aussi en retard. Oui. Et donc, du coup, euh, ça va amener, en fait, il va faire le triomphe, et donc, du coup, on va amener à la triarchie qu'il va y avoir entre César, Pompée et Crassus, et puis après, César va éliminer tout le monde et va être au pouvoir. Et faut savoir que les Judéens, donc les Juifs de l'époque, étaient des gens qui n'étaient pas forcément simples comment à négocier avec parce que malgré tout, ils aimaient pas avoir comment des gens quelqu'un d'une autre contrée qui les domine et surtout c'était souvent des gens qui ne comprenaient pas forcément la région. Donc il va y avoir en fait une nouvelle conquête de Crassus. Et lui, il va vraiment saquer Jérusalem et il va vraiment détruire le temple pour se venger de cette, on va dire, de cette hostilité constante des Juifs. Ensuite, on va avoir l'arrivée de Jules César au pouvoir en 49 avant notre ère. Pour moi, je vous raconte pas toute l'histoire romaine parce que c'est tout un monde en soi. Ça prendrait 3 heures à expliquer qui a fait quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, Jules César, il va arriver au pouvoir et il va se mettre en guerre contre Pompée. Et il va d'ailleurs se retrouver en Égypte où il va tomber amoureux de Cléopâtre. Et Pompée va essayer de l'attaquer, prendre le pouvoir avec lui. Et c'est là où le père d'Hérode va rentrer en jeu, puisqu'il voit en fait, comme il voit les tourments qu'il y a entre les Romains, entre les empereurs romains, enfin entre ouais, les empereurs romains,
Et ben en fait, il va décider de miser sur Jules César et il va emmener en fait une troupe de 3000 juifs, une troupe armée en 48-49 et en fait en Égypte. Et il va apporter, grâce à ça, la victoire à Jules César. Et donc, du coup, Jules César va nommer Antipater, donc le fils d'Hérode, procureur de la Judée en 47 avant notre ère. Il va Antipater va placer ses deux fils, donc Phasaël, gouverneur de Jérusalem, et Hérode, gouverneur de Galilée. Et en fait, ce coup-là qu'il va faire va être un coup qui va permettre de passer outre de la légitimité, on va dire, de sang, comme il y avait avant chez les Hachmonéens avec le roi prêtre, etc. Là, lui, ce qu'il fait, c'est un coup de maître, d'une certaine façon. Il va directement aller vers le pouvoir romain, donner donner son aide, remporter la victoire et pouvoir gagner le pouvoir à travers ça. C'est quelque chose qu'on va retrouver beaucoup, même dans la situation qu'on vit de nos jours dans la politique d'Israël. On est quand même en Judée, en tout cas, assez tributaire de ce qui se passe dans les nations. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Donc Hérode va être gouverneur de Galilée, donc dans le nord de la Judée, et bon, j'ai fait une faute. Il va en fait se fiancer pour légitimer sa place parce que vous comprenez bien que les Juifs de l'époque n'étaient pas forcément d'accord sur cette prise de force, en sachant qu'il y avait des fans de la dynastie hachmonéenne, donc ça avait vraiment divisé la région. Et donc, du coup, il va se fiancer en 42 avant notre ère et il va y avoir un mariage en 37 avant notre ère avec Marianne Ier, qui est la descendante des Hachmonéens. Et donc, ça arrange en fait les deux familles qui se mettent ensemble parce que comme ça, bah, le pouvoir continue à appartenir aux Hachmonéens. Et en même temps, bah, Hérode, ça l'arrange parce que comme ça, il peut être légitime. Et ce qui est assez marrant, c'est que de nos jours, on croit toujours qu'il est légitime comme fils de quelque chose, mais en fait, il n'est rien. Il a pris le pouvoir enfin, il était à l'époque, gouverneur de Galilée, mais en fait, par sa femme, il va avoir une légitimité presque de descendance, en fait. Malheureusement, je vous ai pas mis une carte, mais le Moyen-Orient est encore, et d'ailleurs ça se répète de nos jours, mais le Moyen-Orient va être, surtout la Judée, va être encore menacée. En fait, l'Empire parse, l'Empire perse, va vouloir conquérir aussi la Judée. Donc, l'Empire perse est en Iran. C'est assez marrant entre ce qui est en train de se passer de nos jours. Donc, on est toujours avec les mêmes acteurs géopolitiques de l'époque. Mais on les retrouve en 2026. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que l'Empire Perse va venir en Judée et lui, en fait, ils vont tuer son frère. Ils vont mettre en place un roi il va faire aussi partie des descendants hachmonéens et qui, pour eux, bon, bah voilà, tu es là, tu es un vassal, tu fais tout ce que nous, on te dit, et puis tu restes là, et nous, comme ça, on a le pouvoir. Et donc, du coup, Hérode est énormément menacé, dont sa femme et le cousin de sa femme, et donc, du coup, ils vont partir non, dont le fils de sa femme, non, le frère de sa femme. Et donc, du coup, ils vont partir à Rome en 40 avant notre ère. Et en fait, le Sénat romain qui veut avoir une main sur la Judée va le proclamer, le proclamer Rex Lugdaeorum, ça veut dire le roi des Juifs et d'où son titre en fait. Et donc du coup, lui, il va partir avec de l'argent et une armée en bonne entente avec Rome. D'ailleurs, Jules César, à l'époque, s'est fait poignarder, il est mort par Marc-Antoine.
Et donc, lui, il va être très ami avec Marc-Antoine, etc. Et donc, du coup, ils vont faire la reconquête de Judée en 300 avant notre ère. Et ce qui est très intéressant, c'est quand ils vont faire le siège de Jérusalem, parce qu'il va y avoir encore un siège de Jérusalem. Marc-Antoine, Anthony va tout détruire dans Jérusalem et il va y avoir un vrai massacre des Juifs de Jérusalem qui n'ont pas du tout voulu laisser rentrer les Romains. Donc voilà pour la vie d'Hérode. Est-ce que tout va bien? Je vais juste refaire un repartage d'écran parce que en fait je vous vois pas sur mon écran, donc du coup ça me perturbe. Alors voilà. Parce que la personne n'a pas compris à quelle heure c'était ça. Donc, donc voilà, on en était là, à notre présentateur. Alors, dans le livre que je lis, qui brosse pas un portrait assez top d'Hérode, ou même dans ce que je lis ou de ce que je vois, etc., mais il y a quand même pas mal de littérature dessus. On dit que c'est un roi qui est ambitieux, qui est calculateur, qui est stratège, qui est opportuniste, qui est diplomate, qui est pragmatique, qui est visionnaire, qui est froid, qui est un architecte de pouvoir, qui est intelligent, qui est charismatique, autoritaire et méfiant, plein de suspicions, paranoïaque et violent quand nécessaire, impulsif et impatient et orgueilleux. C'est pas un personnage qui a une réputation positive, comme je vous ai dit. Et pourquoi? C'est parce que, en fait, il est assez ambigu, en fait, Hérode. Et il est assez ambigu parce qu'il va respecter à la foi juive, la religion juive, et en même temps, il va être à la fois assez très assimilé. Donc, on a deux caractères, en fait, différents. Par exemple, quand il va être avec sa femme Mariam Ier, il va être vraiment dans tout ce qui va être Talmud, étude de la Torah, etc. et tout. Et puis dès qu'il va être entouré de Romains et Grecs, il va bifurquer vers tout ce qui est le monde grec et le monde romain, etc. Et en fait, cette ambivalence qu'on va avoir chez lui, on va le voir en fait dans l'architecture. Et donc, du coup, ma question, c'était comment l'architecture du roi que va créer Hérode va être l'emblème de sa personnalité. Malheureusement, avec mon espèce de truc que j'ai dans le nez, qui me chatouille et qui me rend super fatiguée et après au top niveau, j'ai pas eu le temps de faire le temple de Jérusalem et Hérodion. Enfin, j'ai pas eu la force de les faire. Donc, ça fera partie de d'autres séminaires, en fait. Donc, nous, ce qu'on va se concentrer, c'est sur la forteresse de Masada parce qu'il y a énormément de choses à dire. Et après, je voulais juste vous montrer un peu, parce que je trouve que c'est important, même dans la culture populaire, surtout de nos jours, où on ne maîtrise pas forcément la géographie de cette région et surtout la géographie de l'époque. Là, on est sur donc, le royaume d'Hérode, donc on appelle la Judée à l'époque. Et en fait, si vous voyez, ça reste quand même une région qui est très éclatée. Et c'est ça, en fait, le Proche-Orient, c'est que c'est quand même des régions où on a quand même des multi-ethnies qui vivent, etc., ensemble. Donc, on a la Phénicie, qui est ici. On a Décapolopolis, on a tout l'empire nabatéen, donc arabe, qui est là. Et on a le Édémonia, donc qui est Édom, avec Judéa, Samaria, la Galilée et Galantis. Et quand on voit, c'est quand même vachement fractionné. Et on sent très bien que, vu comment c'est fractionné, c'est pas très stable. Les limites du royaume, bah, en fait, elles sont comme ça. Donc, ils ont Édom, ils ont une partie nabatéen, ils ont en fait tout ce qui est la Galilée et tout ce qui va être la Syrie du Nord, du sud et du nord en fait.
Et ils vont avoir les ports les plus importants, qui est donc ce qui va créer Cesare Maritima, comment Apollona, et on va avoir Jaffa, et on va avoir Gaza. Donc ça vous donne une idée de ce qui est. Donc ce qui est assez intéressant aussi dans cette carte, c'est qu'on a en fait les forteresses, les villages, l'administration, les anciennes routes et les donc l'Empire romain et donc celui des Rhodes. Et donc on voit que c'est assez éclaté, et c'est pas très stable en fait tout ça. Et donc du coup, ce qu'on voit aussi, c'est que par exemple, si on regarde les forteresses, là je vais mettre plus gros, en fait on est beaucoup plus sur des forteresses. Donc on a Hyrcania, on a Masada, là on voit pas trop, mais on a Jéricho, on a Alexandrium, et on voit que toutes les forteresses sont quand même assez orientées vers le royaume de Nabatéen, donc c'est ça qui est assez intéressant. Et on a toutes les villes, etc., dont Jérusalem. Donc le nœud du théâtre pour Hérode va être, enfin le théâtre, la scène en tout cas historique, va être plus dans cette région-là que dans le nord. Alors, il faut savoir que, en fait, ils ont créé Caesarea Maritima parce que la région elle ne permet pas, en fait, n'a pas de baie, donc il n'y a pas de baie naturelle. La seule baie naturelle se trouve à Haïfa. Et le problème, c'est que Haïfa n'est pas du tout encore accessible, donc il va créer, en fait, un port euh, qui est artificiel pour pouvoir stocker énormément de bateaux, parce que on est quand même au niveau d'un échange avec l'Égypte et avec les blés égyptiens. Donc voilà. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous pouvez me faire un pouce en l'air? Ah, super. Alors, du coup, on va parler de Masada. Et en fait, pourquoi je veux parler de Masada, c'est parce que Masada, moi, je l'avais visité avec mes parents il y a très longtemps. Et en fait, archéologiquement parlant, Masada, comment on la montre, on la comprend pas forcément, cette forteresse. Elle est pas très bien, elle est pas très claire. Et donc, du coup, je voulais faire un point dessus et surtout vous montrer encore la force archéologique et, enfin, la force archéologique, mais la force historique, mais aussi la force de ces civilisations, pouvoir faire des choses d'ingénierie assez incroyables dans un endroit où bah, y a rien, quoi. Donc, en fait, Masada, pour les gens qui connaissent pas Masada, Masada se situe en fait au bord de la mer Morte, dans la Grande Dépression syro-africaine. Nous sommes ici dans la région continentale la plus basse du monde. La surface de la mer actuelle et de la mer Morte se situe environ à moins 430 mètres sous le niveau de la mer. Ah oui, désolée, excuse-moi. Chaque fois, j'oublie le pointeur. Voilà. Donc là, tu as la mer Morte. Donc, la surface actuelle de la mer Morte se situe à environ 430 mètres sous le niveau de la mer. Et le plateau de Masada, donc Masada, c'est ici, s'élève environ à plus de 60, entre 60 et 100 mètres au-dessus du dessert environnant. Il domine une zone située en dessous du marin global. On est dans un paysage en creux avec une cuvette. Donc là, c'est une image touristique qui montre un peu la hauteur en fait de Masada. Et encore, c'est encore plus beau. Et en fait, la vue sur la Jordanie et en fait cet effet de cuvette. Et si vous allez à l'université hébraïque de Jérusalem, vous pouvez vous asseoir à des endroits et vous pouvez complètement voir la Jordanie, et vous voyez en fait cette dépression comme un cratère de lune en fait avec la mer Morte. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est à 55 kilomètres de Jérusalem. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle une zone de distance de repli contrôlée. C'est-à-dire que c'est assez proche. Donc, ça, c'est Masada.
C'est assez proche pour rester dans la sphère politique de Jérusalem, c'est-à-dire que si vous en avez marre, vous pouvez partir vous reposer à Masada et bronzer. Mais en même temps, on peut revenir et on peut retourner à Jérusalem très rapidement. Mais c'est aussi assez éloigné pour être hors d'atteinte immédiate en cas de crise urbaine, en sachant que Hérode va vraiment être souvent en crise urbaine puisque les Juifs ne le reconnaissent pas, hein. À l'époque, il n'est pas vraiment reconnu, il n'a pas énormément de fans dans le peuple. Donc, du coup, il va souvent aller à Masada. Pour Hérode, ça va être une forteresse de secours, mais c'est une forteresse qu'il va énormément aimer et qui va énormément meubler, enfin travailler, etc. Donc pour vous montrer, donc ça c'est une photo de mes collègues archéologues de Tel Aviv, qui sont en train de fouiller en ce moment. Ils sont en train de fouiller en fait les alentours. Enfin, ils fouillent aussi la forteresse, mais je crois qu'ils fouillent autour pour retrouver l'ensemble des camps romains. Donc, ce qui est assez intéressant, c'est que c'est une forteresse naturelle, c'est-à-dire qu'elle est située au niveau d'un plateau, c'est sur un plateau. Comme on avait dit, à 60 et à 60, entre 60 et 100 mètres de haut. Et en fait, il y a non, à 400 mètres de haut, et en fait, elle fait 7 hectares. Donc ça, c'est assez incroyable. Elle est très difficile d'accès. On peut seulement y avoir accès par là. Et en fait, on appelle ça, en fait, cet endroit-là, le chemin du... C'est un chemin étroit qui est sinueux, qui est vraiment qui est vraiment difficile à prendre d'assaut. Parce que en fait, il y a une fatigue ou une désorganisation. Enfin, c'est très très difficile voilà, de marcher pendant très longtemps. Pour monter les marches de Masada, il faut s'accrocher. Et en fait, c'est un endroit, en fait, même le chemin, il est difficile d'accès, quoi. La transformation, donc on part de là, et ceux qui l'ont fait, ils font tout le tour de Masada pour pouvoir y avoir accès. Ce qu'il faut savoir, c'est que Masada, avant d'être connu par Hérode, mais on n'a aucune trace archéologique dessus, c'est que Flavius Joseph qui va en parler. En fait, on dit que c'était déjà une forteresse hachmonéenne, mais en fait, on n'a pas du tout de preuves archéologiques pour l'instant de son habitation, mais il faut dire qu'Hérode a surveillé l'endroit, donc c'est possible qu'il y ait des traces, mais que ça a été détruit et que ça a été jeté. Et donc, du coup, nous, on n'a plus rien, quoi. Donc, c'est en 37 et en 31 avant notre ère que Hérode transforme le site en forteresse-palais. C'est une forteresse qui n'est pas... c'est une forteresse hybride, c'est-à-dire qu'à la fois, elle va être palais et à la fois, elle va être gardée avec une fortification. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Hérode va faire pas mal d'hybridation comme ça sur sur son architecture. Mais par exemple, pour ce qui est, pour ce qui est le temple, il va créer aussi une hybridation, mais ça va être une hybridation qui va donner naissance quand même à des architectures vraiment juives. Donc, c'est assez intéressant. Je regarde ce qu'il y a. Donc, ce qui est assez intéressant, qu'on va avoir 4 non, 30 à 38 tours qui vont encercler en fait Masada pour pouvoir protéger, et qui vont avoir en fait une épaisseur moyenne de 4 mètres. Donc c'est assez gros et ça résiste énormément. Alors là, on va mettre assez proche. Là, vous avez le plan de Masada. Alors le problème, c'est que quand je vous rapproche le plan, je peux pas mettre mon pointeur. Donc on va faire un peu avec les numéros. Donc, en fait, vous avez le Snake Pass qui est... Attendez, le Snake Pass, c'est le 1. Je vais le retrouver. Bon, on ne le retrouve pas.
Vous avez le chemin qui normalement est par là. Ensuite, non, en fait, je pense pas qu'on a tous les éléments de la photo. Vous avez le chemin qui est l'entrée qui est par là. Et ensuite, vous avez, ah non, peut-être que le Snake Pass, en fait, il passe en face, mais moi, je crois qu'il faisait le tour. Bon, en tout cas, vous avez le Snake Pass qui est par là. Et ensuite, vous avez, en fait, la carrière qui doit être pas très loin non plus. Mais bon, je retrouve pas, les éléments sur le plan. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, vous avez, sur ce plan, vous avez, en fait, les différentes, périodes d'occupation de Masada. Donc la période d'occupation, elle va en fait de donc la phase hachmonéenne dont je vous parlais, donc on n'a aucune trace. On dit qu'ils ont mis en premier un système défensif, mais ça n'a pas vraiment été retrouvé. On a ensuite les palais hérodiens qui sont situés à flanc de colline avec la fortification qu'on va retrouver à certains endroits, mais qui n'est pas forcément évident quand vous venez visiter. Et ensuite, la phase donc qu'on appelle séleucienne, qui est en fait la phase où les gens vont vivre après les révoltes qu'ils vont faire contre l'Empire romain à la destruction de Jérusalem et qui vont s'installer à cet endroit-là. Et c'est là où ils vont d'ailleurs se suicider. On va trouver des ostracas, donc c'est des morceaux de tessons de céramique avec leur nom inscrit dessus. Et ensuite, les autres périodes qu'on a archéologiques, ce sont en fait les périodes byzantines et où on va avoir une basilique à cet endroit-là. Donc, en fait, ce qui est assez perturbant archéologiquement parlant, c'est que quand vous visitez, tout est exposé, mais on n'a pas forcément d'explication de qu'est-ce qui est quoi et comment tout ça fonctionne. Et surtout, vous avez tellement de couches d'occupation qui sont au même endroit ou au même niveau archéologique que du coup, vous pouvez pas forcément comprendre ce que vous voyez. Vous pensez que la ville fonctionne comme ça, mais en fait, ce que vous voyez sont datent de plusieurs époques différentes, parfois très anciennes, parfois très espacées les unes des autres, donc c'est assez compliqué. Donc, ce qu'on a retrouvé en fait d'Hérode, c'est le numéro le 5, le 6, le 7, le 8, le 3, le 4, je ne veux pas dire de bêtises, mais le 13, qui est... Pourquoi je trouve pas le 13? Ça peut être aussi non. Le 13, et ensuite vous avez aussi le 14, le 15, normalement le 25, qui est, on cherche le numéro 25. J'espère que ça vous dérange pas trop qu'on fasse comme ça. Du coup, bon, je ne trouve pas le 25. Et vous avez en fait la fortification qui est celle-là, qui correspond normalement voilà, au Western Gate, mais surtout le Western Wall qui est tout ça en fait, qui est tout cet endroit-là. Donc voilà. Alors non. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment Masada en fait a été fouillé par, euh, par les Israéliens, donc par Yigal Yadin, qui va fouiller en fait, en fait fouiller Masada. Il va y avoir plusieurs dans les années 1960. Et en fait, on va énormément trouver voilà, différentes phases d'occupation, etc. Et sur l'origine, le souci, c'est que en fait, Masada a été fouillé par lui et Yigal Yadin, et il fait partie en fait
de la vieille école en fait de l'archéologie biblique. Et donc, du coup, ça reste quand même encore un peu à discuter. Même si ce sont des très très bonnes fouilles, on n'est pas tous forcément d'accord avec ce qu'il a fait. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on continue à faire des fouilles ici, pour essayer de comprendre en fait ce qu'il a fouillé, comment il l'a fouillé et quel résultat ça a donné en fait. Parce que ces gens-là, quand ils fouillaient, en fait, ils étaient vraiment dans la monumentalité. Ils connaissaient la stratégie, etc., mais ils étaient encore un peu dans une phase, on va dire, d'apprentissage. Et donc, de nos jours, on remet souvent en question les théories de ces chercheurs. Et donc, c'est pour ça que l'université de Tel Aviv, c'est l'université de Tel Aviv qui possède le site pour les fouilles. Et donc, du coup, l'université de Tel Aviv travaille là. Ça va, tout va bien, c'est clair. Francky comprend très bien, donc c'est cool. Donc là, en fait, on va s'intéresser au palais nord d'Hérode, donc le palais qui est situé au nord euh, de Masada, qu'on voit sur toutes les photos qui est en fait ce palais-là. Et c'est un palais assez intéressant parce que c'est un palais qui est hybride, mais c'est surtout que c'est le premier palais qui fonctionne comme ça en fait dans le monde. Donc c'est vraiment incroyable. Ça fait vraiment penser au décor de Star Wars et de Game of Thrones. Je suis désolée, mais c'est quand même assez énorme. En niveau paysage, ça devait être très beau. Donc en fait, Hérode, pour construire son palais, il va s'approvisionner dans les cèdres du Liban. Donc, pourquoi? Parce qu'elles ont en fait une qualité de résistance structurelle énorme. Les troncs sont colossaux et c'était des bois qui sentaient très bon. Il va aussi s'approvisionner pour le temple et pour d'autres architectures qu'il va faire. Donc ça, c'est assez intéressant. Et donc, du coup, il va transporter tout ça avec l'accord des Romains. Il va y avoir des énormes flottes maritimes pour pouvoir voilà, amener ces cèdres. Donc c'est assez intéressant parce que quand même, on est loin de la mer. Donc vous imaginez quand même le travail pour pouvoir amener des morceaux d'arbres pour des troncs énormes pour pouvoir construire son palais. C'était des ressources commerciales considérables en fait pour pouvoir faire des choses comme ça. Et ça montre à quel point Hérode, qui était quand même le fils d'une princesse, d'une princesse nabatéenne, il avait énormément d'argent et donc il pouvait s'offrir ce qu'il voulait, quoi. Donc, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ah, je suis voilà. En fait, on appelle ça le palais d'Hérode, le palais Nord. On l'appelle le palais suspendu. C'est un palais qui est implanté en fait dans la falaise, comme vous voyez. Donc vous avez en fait plusieurs étapes architecturales, enfin même plusieurs étapes dans l'architecture. Vous avez dans un premier temps cette rotonde demi-circulaire qui surplombe en fait la vue. Vous avez après une autre rotonde, donc la circulaire qui surplombe la vue, et après vous avez un espace carré qui aussi domine la vie. Donc les fouilles, elles ont révélé des traces d'échafaudage qui étaient ancrées directement dans le substrat rocheux. Donc on a vu à quoi ça ressemblait. Donc ils ont créé des échafaudages en flanc de roche pour pouvoir construire leur palais. Et en fait, c'était des échafaudages en bois fixé dans le rocher. Et en fait, ce qui est assez énorme, c'est qu'ils ont creusé la roche pour pouvoir la faire en terrasse afin de pouvoir soutenir en fait l'architecture. Donc c'est ça qui est incroyable et soutenir en fait cette architecture monumentale. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez dans un premier temps donc une terrasse supérieure, donc qui est en fait cette terrasse-là,
qui offre en fait une domination, une vue dominante vers le nord, l'est et l'ouest. Donc on a en fait une vision sur tout le périmètre qui est à la fois, je pense, pour plaire à l'élite, mais qui est aussi de l'ordre de la forteresse. C'est-à-dire que on voit tout, on ne loupe rien sur ce qui se passe partout. Euh, cette partie-là, elle est isolée en fait du complexe, mais elle domine en fait l'ensemble et elle a une cour gardée en fait qu'on dit trapézoïdale parce qu'elle est un peu comme ça. Donc on a en fait deux salles, en tout cas quatre salles, et avec une immense cour avec des colonnades. Et donc, le bâtiment fait 22 sur 12 mètres avec une salle centrale et une terrasse circulaire de 15 mètres 3 de diamètre qui est là. Ça devait être assez magnifique, cet endroit-là, excusez-moi. Donc, le toit de la salle principale était surélevé par rapport aux ailes latérales qui permettaient un apport lumineux supplémentaire. Les espaces résidentiels comprenaient chambres, pièces de réception, sol en mosaïque et murs décorés de fresques. Donc ça, on a retrouvé, mais moi, je me souviens pas quand je suis allée à Masada, parce que même quand je vivais en Israël, je suis pas allée souvent à Masada, mais je sais qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup de traces des mosaïques. On sait qu'il y avait des fresques et des mosaïques, mais je pense pas qu'on peut le voir en tant que visiteur, toutes les mosaïques qu'il y avait, etc. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les colonnes, elles ont été taillées en trois segments distincts. Donc, assemblées verticalement pour former une colonne complète, cette pièce pouvait porter des marques en hébreu, suggérant la participation en fait d'artisans juifs. Les fresques murales représentaient en revanche une influence romaine. Il est probable qu'il y avait à la fois des artisans romains et juifs à cet endroit-là. Les architectes, en fait, les archéologues et les historiens pensent qu'ils s'inspiraient énormément des villas romaines. C'est pour ça qu'on avait des décors assez colorés. C'était pas blanc, hein, c'était coloré à l'intérieur, comme on va dire l'équivalent de Pompéi, en fait. Si vous imaginez bien, on est vraiment dans la période et donc du coup, on devait avoir des décors assez intéressants. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que Flavius Joseph aussi, qui mentionne qu'il y avait une route cachée qui reliait en fait les trois terrasses qu'on ne pouvait pas voir et qui permettait en fait la circulation interne dans le palais. C'est pas quelque chose que je crois qu'on a retrouvé. Donc en fait, il y avait en fait un escalier qu'on ne pouvait pas voir, qui nous faisait descendre. Alors Flavio Joseph, soit il donnait une confidence sur ce qui se passait. Des fois, Flavio Joseph il fait ça, il donne des choses, mais c'est pas forcément on les retrouve parce que c'est des choses qui sont de l'ordre de la confidence, qui est de l'ordre je sais pas comment expliquer, mais du secret. Et donc, du coup, c'est pas forcément nous, les archéologues, qui allons la trouver tout de suite, en fait, le truc. Et donc, en fait, on a une terrasse intermédiaire qui est ici, c'est deux murs concentriques qui sont et donc qui sont espacés d'environ 3 mètres avec une plateforme quadrangulaire et la structure circulaire fait pareil que celle-là. Elle fait 15 mètres 3 de diamètre. Les murs extérieurs étaient construits en blocs d'ashlar. Donc les blocs d'ashlar, c'est des blocs carrés. Comme ça qu'on va retrouver aussi au temple de Jérusalem, qui est lié par un mortier de haute qualité. Tandis que le temple de Jérusalem ne sera jamais lié par un mortier. Ensuite, donc ça, c'est ce que je disais, c'est donc ce bâtiment qu'il appelle trapézoïdal, donc le premier qu'on a vu qui est là, voilà, pour bien vous situer ici. OK. Et ensuite, l'autre bâtiment en cercle là, et avec une vue vraiment plongeante dans le désert et dans l'autre palais.
Alors, alors, ce que supposent les chercheurs, enfin les archéologues, c'est qu'il y aurait eu un second étage. Donc là, par exemple, on voit une ligne assez définissable qui pourrait supposer qu'il y ait un autre étage. Ça, c'est toujours une question que se posent les archéologues, c'est est-ce qu'il y avait la capacité d'avoir combien d'étages les gens avaient la capacité de construire, surtout dans des endroits comme ça, et pourquoi on aime bien savoir s'il y a des étages ou pas. Parce que là, on est quand même sur des complexes architecturaux qui sont euh, de l'ordre du public, de l'ordre de l'invité, de l'ordre de la réception, mais où les gens dorment, où la règle de l'intime se passe. Et par exemple, au Proche-Orient, au Moyen-Orient, en fait, c'est assez commun que tout ce qui va être de l'ordre de la famille se passe au deuxième étage et ne se passe pas au premier étage. Tout les, tout l'aspect réception, fête, etc. se passe au rez-de-chaussée, on va dire, et après, tout ce qui va être étage va être lié à tout ce qui va être le privé du roi. Donc là, l'organisation spatiale, donc c'est une grande salle rectangulaire qui faisait de 10 mètres sur 9 mètres, avec un portique périphérique de colonnes, trois côtés ouverts pour le paysage et un quatrième adossé à la falaise avec une demi-colonne fixée sur le rocher en fait. L'espace entre les demi-colonnes était orné de panneaux de fresques, donc l'équivalent de ce qu'on pouvait trouver à Pompéi. Et là, on a gardé les couleurs, on a eu la chance de pouvoir garder les couleurs. C'était la salle de réception principale qui était destinée aux banquets officiels, etc. Donc voilà. Ensuite, on suppose un autre palais qui est en fait le palais ouest. Donc on a trouvé en fait les mosaïques ici, oui, les Monts-Panthères, ici. Et donc en fait le palais ouest, pour que je puisse vous montrer, il est là, il est au milieu. Et donc du coup, vous voyez très bien, enfin c'est pour ça que moi j'aime pas trop Masada en tant qu'archéologue, c'est que je trouve qu'on s'embrouille très vite. C'est-à-dire que d'un côté on a le nord, au milieu on a les espaces de stockage, etc. Après, on a la basilique et ensuite on a l'endroit où il y a les scripts de la période où ils se sont enfuis. Donc, pour comprendre ça, bon courage. Moi, j'ai du mal et je pense que beaucoup de gens ont du mal à comprendre où sont tous les trucs architecturaux, enfin, comment tout ça fonctionne entre eux. On l'appelle le Core Palace ou le Western Palace. En fait, il va être beaucoup plus petit, hein. Ça va être 28 à 24 mètres. Et en fait, ça va être des salles de réception assez grandes, avec des espaces de banquets, des bains privés, des chambres situées à l'étage. Donc ça, on sait qu'on avait un deuxième étage. Et c'était positionné l'endroit le plus haut élevé du plateau. Bon, bien comme tout le monde, on avait envie d'avoir la vue. Donc avec une visibilité panoramique totale, fonctionnant à la fois comme une résidence et poste d'observation stratégique. Donc là, vous avez quelques traces des mosaïques qui ont été trouvées parce que ça a été beaucoup mieux préservé que celui-ci. Donc là, vous avez des mosaïques des chambres, en fait, enfin pas des chambres, de la salle. Donc c'est assez joli et c'est assez bien fait. Là, je vous rapproche un peu. Donc là, pareil, on est sur des mosaïques qui sont du style romain, plus que du style de la région, en fait. Ce qui avait aussi assez intéressant, c'est qu'on avait des bains romains. Donc, on avait des hypogées, en fait. Donc, on avait, enfin, non, pas des hypogées, des thermes. Donc, on avait, en fait, des petits bains privés conçus sous l'encre romain. Là, vous avez vraiment la construction, encore une fois, de ce que sont les thermes avec les briques qui font, en fait, qui permettent la chaleur
et le bain qui est là. Et ici, vous avez des mosaïques, des petits bains. On a aussi retrouvé des mivets. Donc, on avait une circulation d'eau qui était assez, ça fonctionnait c'est très bien. Et en fait, dans le grand bain, ce qu'on a trouvé, c'est des chapiteaux à style nabatéen, avec des rosaces, des colonnes et des toitures. Et donc, ce style nabatéen, ça rappelle vraiment les origines des Rhodes. Donc, assez intéressant. Je vous ai pas mis les plans et tout parce que c'est quand même des architectures qui demandent des séminaires, enfin des cours et des cours, des conférences, des conférences et des conférences. Et là, on rentre dans l'aspect assez général de Masada. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse dans Masada en tant qu'archéologue et je trouve que justement, je suis toujours sur ce système hydraulique, c'est que on est quand même sur encore quelque chose de assez ingénieux, c'est qu'on est en plein milieu du désert. Je ne sais pas à quel niveau est la mer Morte à cette époque-là. Ça serait très intéressant de vérifier parce que j'en suis sûre qu'on sait. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que pour ceux qui connaissent pas la région, c'est que en hiver, et en Israël, en fait, dans la région, il y a des grosses pluies. Si vous entendez du bruit, c'est mon partenaire qui déménage de la maison. Il y a des énormes pluies et en fait, le fait que la mer Morte soit tout en bas, que soit en fait dans un creux, comme dans une crevasse, et ben en fait, l'eau du désert, en fait, l'eau qui tombe par exemple dans cette région-là, donc même à Tel Aviv, etc., va glisser vers en fait la mer Morte. Donc on va avoir en fait en hiver des pas du déluge, mais des inondations dans le désert. Et en fait, dans le désert, il y a des wadis, donc on appelle ça des wadis, c'est des mini-rivières, qui vont en fait devenir des torrents en hiver et qui vont en fait se terminer dans la mer Morte. Donc c'est quelque chose d'assez naturel et c'est quelque chose qui se fait en fait dans toute cette région-là. Ensuite, ce qui est assez intéressant, c'est que on va trouver à peu près 12 grandes citernes d'eau qui a été identifiées autour du plateau, donc autour de Masada. Et on va en fait, on suppose qu'il y avait à peu près 30 à 37 citernes d'eau à Masada même, soit à peu près 40 000 mètres cubes d'eau pour stocker l'eau, etc. Donc, c'est extrêmement bien pensé et donc, du coup, les gens ne sont pas morts de soif, en fait. C'est pour ça qu'ils auraient pu résister encore très, très longtemps, les Juifs, quand ils sont venus se réfugier ici. Donc, ça, c'est une citerne qui se trouve sur le plateau et en fait, elle est énorme. Et en fait, là, vous avez les catapultes romaines à l'époque, après la destruction du temple, quand ils se sont réfugiés ici. Alors, comment s'était construit en fait ce système hydraulique? C'est que Hérode a mis en fait des barrages, c'est-à-dire qu'il y avait l'eau de la pluie qui arrivait dans les wadis. Et en fait, on avait plusieurs barrages de dérivation dans ces rivières qui amenaient, fur et à mesure, en fait, l'eau dans des canaux artificiels et ça remplissait progressivement les citernes et c'était un transport naturel d'eau. Donc là, vous avez une maquette qui est à Masada ou je ne sais plus dans quel musée. Et en fait, vous avez ici les gouttières en fait d'eau qui acheminaient en fait l'eau vers Afshabat, vers Masada. Et vous aviez aussi des aqueducs. Donc là, vous avez un aqueduc qui amène en fait l'eau vers Masada. Donc ça, c'est assez incroyable dans le système en fait du désert où ils ont quand même mis en place un système ingénieux hydraulique juste magnifique qui leur a permis de créer une forteresse qui était difficile, vraiment quasiment impossible
à apprendre, quoi. Donc voilà, donc ça c'était mon dernier point. Donc on va pouvoir enfin discuter. Alors j'arrête la présentation.